Super, Ok, t'as vu, ça le fait, hein. Donc la classe. voilà, je suis aujourd'hui avec Julien et Raphaël. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Et donc le thème que j'avais choisi, ou plus ou moins choisi, c'était le documentaire Free Solo. Pourquoi ça? Parce que moi, ça m'a inspiré beaucoup au sujet de la mort, etc. et plein d'autres sujets. Parce que ouais, ça parle. Donc voilà, regardez peut-être ce documentaire avant de nous écouter parler, parce que sinon, ça n'aurait peut-être pas autant de sens de tout ce qu'on dit. Et donc là, je suis rejoint par, je suis trop content, deux escaladeurs, parce que moi, j'y connais rien. Et donc, ils pourront ouais, donner des opinions expertes, pas expertes, à tout ce genre de questions que je pourrais avoir ou ne pas avoir. Je suis en train de chercher des mots pour remplir cette intro. Je ne sais pas s'il est bien ou pas bien. Mais du coup, ça veut dire qu'il est peut-être temps que j'arrête. Donc voilà, je crois que je vais commencer avec une question peut-être un peu banale, mais quand est-ce que vous avez commencé l'escalade? Quand est-ce que vous avez commencé l'escalade? Pouf. N'importe qui, comme vous voulez. Je peux peut-être commencer. Moi, je pense que ça doit être quelque chose comme en 2016, donc il n'y a pas très longtemps. Ça fait, ouais, je pense un peu moins de 4 ans que je grimpe. Et en fait, ça arrivait tout simplement parce que je suis arrivé dans une coloc avec un de mes colocataires qui grimpait. Et puis, il en parlait un peu. Et puis, à un moment, je me dis, bah tiens, ce serait intéressant d'essayer. Et comme on habitait littéralement à 2 minutes à pied d'une salle d'escalade à Bruxelles, c'était Pratique. c'était pas, voilà, c'était pratique, c'était pas difficile d'y aller. Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Donc, c'est vraiment comme ça. Ok, cool. Mais je reste amateur, hein. Je suis pas du tout un grimpeur professionnel, je fais ça complètement en amateur. Ouais, mais pas de soucis. Ouais, moi, ça pourrait faire très longtemps et pas longtemps. Je crois que j'ai commencé, je vais avoir 7-8 ans. Et c'était souvent à Pâques, à Noël et durant l'été, je faisais des stages d'escalade. À côté de ça, je faisais du rugby parce que mon père était rugbyman et il voulait absolument que je fasse du rugby, mais j'étais une crevette et je suis toujours un peu mince, plus adapté pour l'escalade. Ouais, Et t'as plus puis, le physique pour. Ouais. Ouais, c'est vrai que la plupart des escaladeurs sont hyper minces, j'ai remarqué. Je sais pas trop pourquoi, ou est-ce que c'est quelque chose de naturel, ou enfin, je sais pas, ouais, j'ouvre la question. mais je pense que ça fait un peu moins de poids à porter, hein, vu que Oui, tu c'est portes ça, c'est toujours une tout. morphologie plus adaptée, où c'est plus facile de bouger, t'as effectivement moins de poids à porter, donc. Et je pense qu'il y a des personnes un peu costaudes qui grimpent, mais c'est peut-être plus dans l'alpi Hmm. qu'on va les voir. Mais j'ai un pote qui fait 85 kilos, il a un peu du mal quand même parfois. Mais je pense que ça va encore, quoi. Mais Ouais, c'est vrai qu'il faut la morphologie, en général, les gens sont plus fins, quoi. Faut pas 100 kilos. cool. Et du coup, t'as commencé quand? Parce que je t'ai interrompu, excuse-moi. Mais du coup, oui, c'est ça. Donc, j'avais fait des stages et puis j'ai recommencé il y a 6 ans. En fait, on a offert un abonnement à la salle Place Marie-Char, là, à Ah ouais, Saint-Gilles. je vois Pour laquelle. un pote, là, on lui a donné un abonnement de 10 séances et du coup, il m'a proposé de l'accompagner grimper. Et on a recommencé à ce moment-là. Et lui, il grimpait, quand il était jeune, il avait vécu dans le Verdon. Et donc, il avait beaucoup grimpé en falaise quand il était gamin. Ah ouais, ok. Et ce qui fait qu'on est passé, je pense qu'on a commencé en janvier en salle et en avril, on était déjà en falaise. Et, euh, et donc, on a vite accroché, en tout cas moi, à la falaise. Et petit à petit, là, je crois que ça fait 6 ans maintenant. Et ouais, je pense que je grimpe 3, 4 fois par semaine. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. Ok, cool. J'aimerais rebondir sur ce que tu avais dit, Raph. Tu parlais de amateur, pro, et comment est-ce qu'on remarque les différences entre un pro, pas pro? Parce que dans plein de domaines, enfin, il y a moyen, il y a des pros, il y a des amateurs ou quoi que ce soit. Mais comment est-ce qu'on pourrait remarquer ça? Ou est-ce que c'est par rapport au type de truc qu'ils montent? Est-ce que c'est par rapport au type d'équipement qu'ils ont? Par rapport à l'approche? Enfin, je sais pas, je pose la question ouvertement, j'y connais rien. À tout le Très monde, bonne question. à vous deux, hein. Je dirais, enfin moi, en tout cas, quand je disais que j'étais amateur, c'est quelqu'un, je fais pas ça, même si j'adore ça, c'est ni une passion, j'en fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis du tout, c'est pas du tout une carrière professionnelle, quoi. C'est ça aussi. Alors après, effectivement, en pro, il y a des gens qui en font tout simplement leur métier. Et que ça soit en étant d'excellents grimpeurs qui se font sponsoriser ou par des gens qui font moniteur d'escalade, ce genre de choses.
Et puis, je dirais sinon, tu as des amateurs qui seront peut-être plus des semi-pros parce qu'ils en font, c'est une passion, ils en font tout le temps et ils font sans doute plus que grimper, enfin dans leur vie de grimpeur, quoi. Mais moi, je suis vraiment resté à un stade, c'est plus, genre j'allais grimper 2 fois par semaine, faire aussi un peu d'escalade en falaise, ce genre de choses, mais jamais à un niveau super élevé, jamais un truc hyper intensif, quoi. Ouais. Alors, peut-être que Julien pourra donner quelque chose d'un peu plus précis. Ouais, je sais pas, n'importe. Non, mais non, je partage un peu ton avis. Je dirais, si tu reconnais un débutant, en général, c'est celui qui a des chaussettes dans ses chaussons en salle ou qui C'est pas faux, ça. Mais c'est vrai que il y a je dirais que dans les amateurs, comme disait Raph, t'as différents stades t'as des amateurs passionnés qui peuvent avoir un très bon niveau. Et puis pour moi, les pros, ce seront plutôt ceux qui font la compétition, que ce soit indoor ou à l'extérieur. Et que ce soit dans les différentes disciplines d'escalade, que ce soit bloc, escalade en salle, en falaise ou je dirais que les pros ce serait peut-être pour moi, alors je les mettrais là. Mais après, tu peux avoir dans les amateurs des gens qui font ça comme un sport juste pour faire un peu de sport. Et puis, tu montes un peu dans les niveaux. Je pense que quand tu commences à mettre amateur et passion, là, il y a des amateurs très passionnés, on va dire. Ouais. Bah justement, en fait, pourquoi je dis peut-être pourquoi je posais la question et en effet c'est marrant d'entendre vos réponses. C'est que en fait moi j'ai commencé l'impro théâtrale et ce qui est très marrant c'est quoi, t'as des gens qui en fait ont des jobs et tout, mais qui pour moi sont donc je suis dans une troupe et en fait ces gens qui ont des jobs et tout pour moi ils sont beaucoup plus doués que des gens qui sont pros et qui se font payer pour des cours en fait. C'est-à-dire ils jouent beaucoup mieux leurs personnages, ils sont à fond dedans, ils sont beaucoup plus marrants et tout ça. Et donc c'était pour voir un peu, oui, qu'est-ce qui est considéré comme pro ou pas pro à ce niveau-là. Et je crois que j'entends plus ou moins la même chose, c'est que oui, il y a ceux qui font des compètes et qui ouais, jouent le rôle du oui, moi je reçois de l'argent, et puis tu as ceux qui sont juste passionnés et qui peuvent tout aussi bien avoir le même niveau ou pas l'avoir. Donc ouais, c'est super intéressant d'entendre ça. Ok, cool. Du coup, vous avez parlé de falaise et tout ça. Juste pour faire idée, est-ce que c'est vraiment tellement différent de, par exemple, la salle ou du bloc ou quelque chose comme ça? Je réponds en premier. Ouais, Vous vas-y. voulez, hein, Ok, vous voulez. oui. Oui, non, c'est vraiment pas du tout la même chose. Bon, évidemment, on fait toujours le même genre de geste, le même genre de choses, mais déjà, quand t'es en salle, je sais pas, t'es en ville, t'es pas du tout dans le même genre d'environnement, quoi. T'es dans un espace fermé, malgré tout, tu grimpes sur un mur avec des prises en polymère, enfin, c'est pas du tout la même chose que sur du rocher. Puis, tout est là à portée de main, quoi. T'as vraiment toutes les voies escaladées qui sont là juste devant toi. T'as les cordes qui sont déjà installées. Les hauteurs sont rarement très hautes, surtout en Belgique. En tout cas, à Bruxelles, il n'y a pas d'immenses salles d'escalade. Donc, du coup, ça reste très différent de la falaise où là, c'est beaucoup plus ouvert. Là, tu es sur de la vraie roche. Et puis, surtout, d'autres éléments qui sont différents, c'est que tu n'as pas une voie qui est clairement bien affichée, comme dans une salle où tu as tes prises d'escalade, tu les vois bien, hein, elles dépassent bien du mur. Puis souvent, aussi quand tu montes une voie, c'est une couleur bien précise. Donc là tu as juste de la roche, quoi. Et puis quand tu grimpes, le premier qui grimpe doit aussi installer la corde. Et ça aussi, c'est du coup une grande différence dans la manière dont tu vas grimper, dans l'état d'esprit dans lequel tu l'es quand tu grimpes et que la corde n'est pas encore installée mais que tu dois la mettre. Donc ça. Puis aussi, t'es un peu ouvert aux éléments, s'il y a du vent, tout ça, ça change fort, quoi. Du coup, jamais dans la pluie, je suppose, ou quelque chose. Non, ça... Vaut mieux pas, non, ça glisse. Si t'as envie de glisser, si t'as envie de faire le toboggan, peut-être. Cool, merci. Tu veux ajouter quelque chose? Enfin, t'es pas obligé, hein. Ouais, non, je peut-être pas. Non, en effet, c'est vrai que.
C'est différent, c'est ça. Ouais. Non, ouais, c'est très différent, quoi. C'est dans la jungle, c'est comme à l'armée, tu vois, c'est tu vas contre les éléments, tu vas contre la nature, tu dis merde, je t'emmerde Dieu, j'irai sur cette montagne. Mais ouais, peut-être pour ajouter quelque chose, c'est vrai qu'en salle, par exemple, je pense que les murs, comme les Rafales, sont plus petits, les voies sont plus intenses, la résine, je dirais enfin, moi personnellement, j'ai plus vite mal, je me fais vite des tendinites ou je m'abîme un peu plus vite les doigts en salle. L'effort est plus intense en général, tandis qu'en falaise, tu peux avoir une voie de la même cotation qu'en salle, mettons, on va mettre un 6B, où tu risques peut-être dans la voie sur 30 mètres avoir un mouvement très dur et le reste, ça va être plutôt facile. En salle, ce sera souvent plus homogène. Je dirais que même la manière de grimper dans la difficulté est très différente en falaise. Et puis oui, les préhensions, c'est les prises. La lecture, on va dire, ce qu'on appelle, ouais, celle de ta voix, elle va être vraiment plus complexe en falaise. Il faut avoir l'habitude, si tu n'as pas de la magnésie, cette poudre blanche là qu'on se met sur les mains pour les sécher. Sur les prises, parfois tu vois pas et donc tu vas prendre plusieurs essais pour pouvoir comprendre ta voix et trouver les bonnes prises. Je dirais qu'en falaise, il y a un côté un petit peu casse-tête que moi j'aime beaucoup. C'est un peu des problèmes à résoudre par la psychomotricité, comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est presque un puzzle, en fait, la falaise, et t'essaies de trouver. Oui, c'est ça. Ce que t'as dit, en fait. Ouais, ok, cool. Oui, parfois, tu es vraiment en train de tâtonner quand tu n'es pas toujours dans des positions très confortables et que tu t'es mis dans une position pas confortable et tu fais bon, c'est où maintenant? Par où il faut aller? Alors tu tâtonnes, tu cherches et puis parfois tu trouves pas assez vite, alors t'as tes bras qui tiennent plus et tu dois lâcher. Ah ouais. Alors, suite à cette phrase, j'ai directement envie d'introduire le sujet. Bon, donc le documentaire, il y a des gens qui font sans corde. Et ouais, je sais pas. Enfin, j'ai envie de vous laisser parler, mais donc ça, c'est intéressant. Je vais faire un petit monologue. Le truc, c'est que, ok, j'entends tout. Moi, j'ai déjà fait un peu d'escalade, mais moi, je suis plutôt gros, en fait. Je crois que je suis à 115 kilos, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai plutôt de la masse dans mes jambes, mais dans mes bras, j'ai rien en termes de muscles. Du coup, l'escalade, pour moi, j'ai trouvé ça très, très taxant pour mes bras, surtout. Donc oui, c'est déjà arrivé que moi aussi, oui, je lâche. Et du coup, j'ai pas vraiment continué l'escalade, quoi. Mais ouais, du coup, je me dis, il y a des gens, leur délire, c'est... et donc, je sais pas exactement quel auteur notre cher Alex Honnold avait fait, mais en tout cas, il y a des gens, ils font ça et ils placent jamais de corde de sécurité. Du coup, j'aurais aimé savoir comment ça se passe un peu pour tout ce qui est placer les cordes de sécurité ou quoi. C'est genre, tu fais 10 mètres et puis t'en places une, tu places un petit... je sais pas moi, un petit clou ou quoi, ou enfin je sais pas, parce que ouais, c'est vrai que j'y connais rien. Mais en fait, tu as différents niveaux. En gros, ton assureur est au sol, toi tu es au sol avec lui et vous êtes accroché avec la corde. Ta corde, elle peut faire, mettons, ta voie va faire 40 mètres, tu vas prendre une corde de 80 mètres. Et je dirais que tous les 2-3 mètres dans ce qu'on appelle l'escalade sportive, ou ce que tu vois souvent dans les rochers en Belgique, tu as des broches ou des spits qui sont forés dans la roche, soit collés avec une sorte de colle spéciale chimique, soit c'est des spits à expansion. Bref, tu as ça tous les 2-3 mètres, tu as ces broches et tu vas accrocher une dégaine et passer ta corde dedans, ce qui fait que tous les 2-3 mètres, tu te sécurises. Et tu vas tomber de la distance qui te sépare entre les 2 points, plus l'allongement de la corde, ce qui fait que tu peux parfois faire des chutes entre 2-3 mètres et 6, 7, 8, 9 mètres, parfois plus. Et donc ça, c'est un peu la manière classique ici de l'assurage. Et puis après, tu as ce qu'on appelle l'escalade traditionnelle, qui est typiquement utilisée aux États-Unis et surtout au Yosemite, où tu mets des protections qui sont des cames mécaniques ou des coinceurs qui sont comme des petits carrés de métal que tu vas mettre dans les fissures, auxquels tu vas accrocher tes dégaines et qui vont faire office de ces pitons. Et donc, c'est toi-même qui places ce matériel et ton second va les retirer en remontant après. Ces matériels-là, il peut sauter si tu le mets mal. Donc, c'est déjà une escalade un peu plus engagée.
Et puis t'as le solo. Je vais peut-être un peu laisser Raph aussi. Hein. Ouais, je pense que t'as déjà bien résumé ça. Donc, ouais, voilà, comme disait l'escalade sportive, bah, c'est pour moi de manière plus classique. Donc là, t'as déjà des broches installées. Donc, moi, c'est ce que je fais quand je suis en falaise. J'ai jamais essayé autre chose. Et ouais, quand il dit l'escalade traditionnelle, bah là, il n'y a rien d'installé et on installe un système soi-même. Et donc, oui, ça, ce qui implique de prendre plus de matériel avec soi. Là, du coup, le poids du matériel qu'on transporte commence à avoir plus d'importance parce que, bah déjà, c'est comme, ouais, ça, comme c'est en général plus, comme il dit, plus engagé. Donc, c'est plus compliqué. Et aussi, si jamais tu tombes, vu que les coinceurs, tout ça, c'est moins, forcément, ça tiendra jamais aussi bien qu'une broche qui a été vraiment forée et colmatée dans la roche. Bah, du coup, moins tu transportes de poids, moins ça risque de lâcher si tu tombes. Et donc voilà, mais ça, j'en ai jamais, enfin, pour l'instant en tout cas, j'en ai jamais fait. Et puis bon, le solo, bah là, c'est comme dans le film qu'on prend rien et on y va. pour caricaturer un peu ça. Quoi. Bon, évidemment, ça, en général, avant de se lancer, tu te prépares. Quoi. Ouais, enfin, ça c'est quand même un des aspects. Donc voilà, donc peut-être préciser, définir. Donc le solo, c'est on prend juste, j'espère, ces chaussures faites pour l'escalade, on prend la C'est ça. poudre. J'ai l'impression il prenait sa poudre pour les mains. J'ai Ouais, l'impression son t-shirt et son short. Et, c'est ça. et on y va et on monte. Ce qui moi et donc voilà, donc le documentaire parle d'un gars qui a fait enfin je sais pas exactement lequel il a fait. Enfin, enfin, vous le savez par cœur ou bien je dois aller le chercher? Dans le film, il a fait Le Capitaine. Ah ouais, le capitaine. Tu sais la hauteur par cœur ou des trucs comme ça? 1000 mètres. Putain, 1000 mètres. Fou. 1000 mètres, mais la voie qu'il a faite, Freerider, c'est 935 mètres. Ok, putain. Enfin, ouais, ok. Donc voilà. Donc ce que lui, il a fait, et donc on trace en fait un peu lui avant qu'il aille faire donc c'est 930 mètres. Donc même moi, je suis là, ok, respect. Avant qu'il fasse les 935 mètres et en solo, donc c'est-à-dire sans accroche, sans écrou, sans sécurité et tout ça. Et donc pour rebondir sur ce que tu avais dit, alors un aspect que je trouve qu'ils ont bien fait de montrer dans le documentaire quand même, c'est le nombre de préparations que ça demande en fait. Parce que oui, c'est vrai que quand on écoute ça comme ça, et enfin, on se dit ah ouais quoi, il a fait du puzzle du début jusqu'à la fin. Et ouais, en fait non, c'est pas du tout le cas. En fait, tous les chemins, il les connaissait bien par cœur. Salut. Et Désolé. non, tranquille, fait, tu peux dire bonjour. Ouais, et enfin, je sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça Est-ce que ça inspirait quelque chose? Pour lui, il est pas là. Au revoir, Raphaël. Si, c'est bon, je suis là. Ah, vas-y, Julien, tu peux parler en premier. Mais plutôt parler de quoi? De la préparation qu'il a faite par rapport à ça? Ou... Ou comme tu le sens. Qu'est-ce qui te vient là? Oui, mais il faut savoir que, ouais, c'est Alex Honnold, je crois qu'il, El Capitan, c'est un petit peu, enfin, c'est le massif, enfin, le Yosemite déjà, la vallée, c'est un peu l'épicentre de l'univers de l'escalade. Et El Cap, ça a toujours, ça fait depuis, je sais pas, 1930, ça a toujours été un peu le défi de tous les grimpeurs, d'abord d'ouvrir une première voie là-dedans, ensuite de la faire le plus rapidement possible, etc. Et je pense que pour Alex Honnold, c'était un peu le projet ultime qu'il voulait réaliser. Et je pense que ça faisait, au moment où il l'a réalisé, ça faisait 10 ans qu'il planchait dessus. Ah ouais. Okay. Ouais, donc c'est pas un petit... ça lui est pas sorti de la tête. Comme ça, je pense que les solos qu'il prépare, ils sont quand même assez réfléchis. Et il avait fait... Ouais. Ah, pardon, je te coupe, je disais oui, c'est ça, et puis ça y va progressivement parce que c'était un peu l'objectif ultime, mais il a grimpé plein d'autres choses avant, avec sans doute en tête de finir par ça, quoi, quand il se sentirait prêt. Bah, dans le documentaire, il le dit à un moment, hein, que même avant de faire celui-là, il a fait quelque chose comme 1000 solos ou quelque chose comme ça. Ça, c'était un détail que je trouvais intéressant. C'est que, ah ouais, donc moi, dans ma tête, le gars qui connaît rien en escalade, qui ne voyait pas l'aspect préparation qu'il y avait derrière, et le fait que vous me confirmez qu'il y avait
10 ans de préparation. Moi, quand j'ai entendu ah, j'en ai fait 1000, moi j'ai entendu quoi, le mec a risqué sa vie 1000 fois, alors qu'en fait, oui, si j'entends bien, en fait, c'est il faut se préparer comme un taré, en fait, d'une certaine façon. Oui, oui et non, mais en tout cas pour une voix de cette ampleur, je pense que oui. Mais c'est, je pense qu'il y a des solos qui fait ce qu'on dirait à vue, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été dans la voix et qui l'a sorti à vue, donc sans préparation, mais sur des voix qui sont beaucoup plus courtes, de peut-être 10-15 mètres, 15 mètres. Mais après, il a fait par exemple El Cap, je sais qu'il avait fait cette voix, il l'avait déjà fait en solo, mais pas en solo intégral, c'est-à-dire qu'il montait avec un baudrier, une corde, il avait des coinceurs, il s'arrêtait à différents relais. Les relais, c'est ce qui finit les longueurs et où il pouvait s'accrocher. Et donc ça, il l'avait déjà fait quelques fois et je pense qu'El Cap, je sais plus combien de fois il l'a fait, je sais pas si c'est 20 ou 30 fois, je sais plus. Mais il l'avait déjà quand même pas mal fait, cette voix. Vous êtes là? Ouais, on est là, on est là. J'ai une petite question. Tu parlais de voix, mais juste pour être sûr, la voix, c'est l'espèce de chemin de puzzle que tu prépares avant. Ouais, c'est ta route. Quand on dit une voie, c'est l'itinéraire, on va dire. C'est le chemin que tu vas prendre. Ouais, ok, cool. Ouais, c'était juste pour m'assurer ça. Ouais, et quoi? La question à 1000 $, est-ce que vous avez déjà essayé en solo ou pas du tout? Ou c'est le genre de truc qui essaye, qui n'essaye pas ou... Enfin, je sais pas parce que moi, ça m'a l'air tellement taré. Pourtant, ouais, je sais pas, il y a des gens qui le font. J'aimerais avoir un peu des commentaires là-dessus. Je l'ai fait une fois. Mais dans une voie pas très dure, c'était une 4C, je pense qu'il devait faire une 20aine de mètres. Ok. Et j'étais avec des potes et il mettait du temps à grimper, j'étais avec mes chaussons et 4C c'était quand même fort en dessous de mon niveau, hein. Mais je suis parti dans la voie et je pense que le mouvement qui était un peu dur était vraiment tout en haut. Et bon, j'ai fini ce truc, mais je me suis senti très con. Ouais. Au fond de moi-même, en me disant, ok, ben, c'est quand même un peu bête. Et puis, une fois que j'ai commencé à prendre de la hauteur, j'étais là, ouais, en fait, il faut que je reste concentré parce que il s'agit pas de se dire, merde, je suis coincé ou, enfin, fallait finir le truc, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu con. Et une autre fois, j'avais fait une voix qui était assez facile. J'étais encordé. Et en fait, je me suis perdu dans mon itinéraire. J'ai pas trouvé le point où je devais aller, mais j'ai vu que devant moi, en fait, j'étais sur une voie où il y avait une sorte de coin. Je suis parti sur la droite parce que ça avait l'air facile. Et il y avait un trou dans lequel j'ai passé une sangle et j'ai mis une dégaine parce que j'étais quand même déjà 3-4 mètres au-dessus du bon point. Et puis, il fallait que j'arrive en haut de la voie, il n'y avait plus aucun point. Et là, il y a un caillou au fait que j'ai attrapé en main et qui a lâché. Et donc, je suis parti en arrière et heureusement, la sangle que j'avais mis un peu plus bas m'a retenu, sinon j'allais faire une énorme chute. Et donc, je me suis dit que c'était quand même une grosse connerie de faire des solos et que j'avais bien fait de me protéger. Alors là, maintenant, je fais putain, je sais plus parler. Le haut à l'américaine. Est-ce que tu te rappelles le moment précis où tu t'es dit putain, c'est con? Ben quand j'avais fait le solo. Ouais. Ben quand je suis arrivé en haut et que au moment où le mouvement devenait difficile, quoi, où j'ai dû quand même faire un petit pas d'escalade qui était pas aussi facile. Ouais. Mais tu l'avais jamais fait ce truc-là ou enfin? Non. En général, je grimpais toujours avec une corde et là, je me suis dit, ouais, je vais me faire un petit solo comme ça. J'étais un peu chaud et je me suis senti très con. Mais donc, depuis, tu l'as plus vraiment fait, si je comprends bien. Non, c'était il y a 3 ans. Non, parce que autre question, parce que, et puis on pourra revenir sur tout ce qui est solo, les niveaux, parce que tu as dit 4C, et puis là tout de suite tu as dit 6B et tout ça. Comment ça marche en fait, moi, pour un gars qui n'y connaît rien? Je te laisse, Raph. Ouais. Alors les cotations, en tout cas chez nous, si en Europe on cote, on s'en à partir de 4.
Donc on donne des cotations 4, 5, 6, 7, 8, pour l'instant jusqu'à 9. Et puis à chaque chiffre, on associe aussi une lettre, donc 4A, 4B, 4C. Donc voilà, 5A, 5B, 5C, etc. Et parfois, on rajoute aussi un petit plus, c'est-à-dire que si c'est par exemple une 4C, mais qui est un petit peu plus difficile que ce qu'on attribuerait d'habitude à une 4C, mais qu'elle mériterait quand même pas d'être un niveau au-dessus, bah, on rajouterait un petit plus, quoi. Ce serait une 4C+. Donc c'est vraiment comme ça, donc il y a une gradation, du coup, c'est juste comme ça qu'on définit les niveaux pour mettre une gradation dans la difficulté de la voix. Ok, cool. Mais ça reste quelque chose de très subjectif au final. Et donc tu peux avoir les cotations vont être un peu influencées d'une salle à l'autre ou d'un site d'escalade à l'autre. Parce que sur les sites, par exemple, d'escalade en extérieur, en général, il y a une voie qui va être un peu l'étalon. Et ils vont dire, mais ça, telle voie, ça c'est un 6A et ça c'est comme ça. Et donc les gens vont se baser pour ouvrir leur voie sur cette voie, ce 6A du secteur. Mais bon. Ouais. Et en salle, pour mettre les cotations des voies en général, bah, quand une personne dans la salle, un des responsables, a installé une nouvelle voie dans la salle, en général, on installe dans un coin. Enfin, en tout cas, à New Rock, là où je grimpais, il y avait un petit tableau dans la salle où les gens pouvaient donner leur propre cotation à la voie. Donc il y avait un marqueur où on pouvait écrire sur le tableau. Donc celui qui avait ouvert la voie avait mis le niveau que lui pensait être. Genre on va dire il avait écrit 5A, et puis les gens peuvent écrire à côté 5A aussi, ou genre je sais pas 4C ou 5B. Enfin bref, ce que eux pensaient comme niveau, et donc du coup ça permet de donner une cotation finale au bout d'un certain temps quand assez de gens ont rempli le tableau. Okay. Cool, merci. Je sais pas par quel. Donc là j'ai deux questions en tête. Ok, je vais vous demander à vous question 1 ou question 2. Toujours la réponse B. Hein. Question B. La réponse B. Eh ben, si je me souviens bien, la réponse B, c'était celle-ci. Eh ben, pourquoi des gens font du solo? Sachant que toi, tu l'as fait une fois et tu t'es dit, c'est très con. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Selon vous. Alors, ouais, je vais dire mes commentaires là, la con après. Vas-y. N'importe qui. Mais je pense que c'est un peu le solo, c'est. Il y a un grimpeur en fait qui était très connu dans les soloistes avant Alex Honnold qui s'appelle Dean Potter. C'est aussi un gars qui a évolué dans Yosemite. Et il parlait lui de l'état du flow, qui était une espèce de transe que tu as quand tu grimpes. Et il cherchait beaucoup en fait cet état en faisant des solos où il expliquait qu'arrivé en haut de sa voie, il avait une sorte de trou noir. Et je trouvais ça assez intéressant parce que c'était un peu arriver dans un état où tu n'as plus aucune pensée qui te distrait, où tu as une espèce de perception assez aiguisée de tes sens. Et c'est un moment que tu as dans l'instant présent où je pense que si tu n'es pas en solo, ben, tu ressens pas cette sensation. Et on peut avoir ça, à mon avis, je pense, dans d'autres sports extrêmes ou avec des drogues ou des choses comme ça. Et que je pense. Vas-y. Et je pense que certains doivent certainement chercher, en tout cas c'est mon opinion, hein, que le solo doivent leur procurer ça. Ou là, en alpi, tu as aussi un peu parfois ça, des grosses doses d'adrénaline qui doivent vraiment mettre ton corps dans un état second. Je pense que personnellement, c'est vers ça qu'ils recherchent. Cool. Ouais, effectivement, je crois que ce que tu dis résume bien un peu l'état d'esprit des gens qui font ça. Après, moi, je pourrais rajouter un côté un peu plus critique. D'un point de vue justement d'amateur qui ne recherche pas du tout ce genre de risque, je crois qu'il y a un peu une recherche de vivre un peu l'aventure et une recherche d'avoir aussi son kick d'adrénaline. Il y a clairement ça aussi, comme tous les gens qui font des sports extrêmes et donc qui vont toujours plus loin pour avoir leur kick d'adrénaline parce que au début tu commences à faire des trucs un peu dangereux et voilà, ça t'amène des sensations. Puis au bout d'un moment ça suffit plus, donc tu fais des trucs de plus en plus dangereux.
Et je crois, au bout d'un moment, bah, souvent, ils finissent, comme il disait d'ailleurs dans le film, en général, ceux qui se lancent dans le free solo finissent tous par mourir. Ouais. Euh, je crois que aussi il y a un problème d'équilibre de vie, tu vois, c'est ce qu'on voit un peu dans le film, hein, parce que moi une réflexion que je m'étais fait sur Alex Honnold avant d'avoir vu le film, en le voyant un peu dans des interviews, c'est qu'il avait l'air justement plutôt, de ce que je voyais dans les interviews, plutôt équilibré, il avait l'air plutôt stable, d'être bien conscient des risques qu'il prenait, tout ça. Et puis en voyant le film, je dis qu'en fait pas du tout, quoi. Il est aussi, il est aussi asocial et une vie aussi instable que finalement tous les autres, tous les autres gars comme ça qui font du free solo. Et je crois qu'il y a un peu, il y a quand même aussi ce côté-là, quoi. Super. Julien, une réaction par rapport à ça? Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec ça. Enfin, pour moi, le free solo, bon, pour certains, ce sera un peu le stade ultime de l'escalade, la forme la plus pure, on va dire, de l'escalade. Et à la fois, pour moi, surtout un peu en pensant au podcast d'aujourd'hui, j'ai eu le temps de réfléchir avant-hier, où je me disais, mais est-ce qu'on peut encore appeler ça de l'escalade et du sport, ou je mettrais ça vraiment encore dans une case à part, où pour moi, c'est plus de l'escalade. Enfin, techniquement, oui, mais j'ai plus l'impression qu'on soit dans l'esprit, en tout cas, du sport, mais dans quelque chose d'un peu plus... ouais. Mm-hmm. Oui, c'est ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté un peu fuite en avant, où il fuit un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de s'enfermer dans un truc et de s'éloigner, on va dire, entre guillemets, de la vie réelle. Il y a quand même un peu, j'ai l'impression, un peu ce côté-là, quoi. Wow, et je crois quand même que beaucoup de gens, ces gens qui se lancent comme ça dans le free solo, ont pas un bon équilibre de vie, en fait. Mais après, c'est vrai que quand je compare, bon, je suis fan d'escalade, hein, mais moi, j'ai vu quelques films récemment sur Adam Ondra, qui est considéré comme le meilleur grimpeur au monde. En tout cas, il fait du 9C. Il y a Alex Megos, qui est un Allemand. Ils sont plus ou moins le même âge, entre, je sais plus, 25, 26, 27, un truc comme ça. Alex Megos, qui avait enchaîné un 9B+, à Perfecto Mundo en Catalogne, à Margalef. Et tu vois, ces types... il y a tout le travail qu'ils ont et l'acharnement qu'ils ont pour réussir ces voies, qui sont ultra durs, tout l'entraînement qu'ils font, et où je respecte plus quelqu'un comme ça, et encore, je trouve ça déjà aussi un peu abusé, mais je respecte plus quelqu'un comme ça. Le solo, c'est des sportifs de haut niveau, quoi. C'est comme des athlètes, en fait, qu'on voit. Mais eux, ils se sécurisent tout le temps. Enfin, juste la question, eux, ils se sécurisent tout le temps, les gars qui font les 9B+, et des trucs comme ça. Enfin, je pose la question juste pour être sûr. Alors, à mon avis, ils ont dû faire des solos, hein, mais... Oui, c'est ça, mais sans doute pas médiatisé. Oui, il y a des chances qu'ils en aient fait, ouais. Mais de toute façon, oui, quand tu te lances là-dedans, oui, la tête d'office sécurisée, parce que de toute façon, quand tu te lances vraiment dans le du 9B, du 9C, qui est vraiment le top du top du top, où il y a vraiment qu'une poignée de gens dans le monde qui sont capables de grimper ça, c'est tellement dur que tu dois le faire de manière sécurisée, parce que les chances que tu tombes sont tellement élevées, c'est absurde. Excusez-moi, je lag. Donc c'est tellement dur que, et tu peux répéter juste pour être sûr que j'entends. Je disais à ce niveau-là, ces voies-là sont tellement compliquées, c'est tellement dur que tu es obligé de le faire de manière sécurisée parce que les chances de tomber sont énormes. Enfin, c'est quasi impossible de le faire sans tomber, donc même pour eux. Donc, du coup, tu dois avoir une corde, quoi, pour te sauver la vie. J'imagine. C'est vrai que... Ouais, vas-y. Donc en escalade, en sportif, je crois que c'est du 9C qu'on est au max actuellement dans le monde. Et en solo, je pense que le plus dur fait en solo, c'est du 8B+. Et c'était Alec Huber qui avait fait communiste, mais c'est des voies qui étaient de 10-15 mètres. Ah ouais. 15 mètres, je crois. 8B+, quoi. C'est le max, mais c'est quand même déjà chaud, quoi. Ouais, c'est... Déjà, en soi, oui, c'est... T'as une idée de quel est le risque au niveau du corps si tu tombes de 15 mètres? Enfin, je suppose que oui, hein, mais moi, j'ai aucune idée. Je crois que tu peux te tuer, comme il peut juste te casser une cheville.
Déjà, il y a des gens qui se tuent en tombant, en étant les pieds au sol déjà. Donc, Ouais. donc si tu chutes de 15 mètres, Bah, je posais la question parce que, tu vois, genre, je me souviens qu'une fois, la seule fois où j'ai été faire du snowboard dans ma vie, c'est genre, j'ai tombé et j'ai genre glissé, j'ai glissé, genre, en faisant des roulés-boulés, tu sais, sur 20 mètres. Et ce qui ouais. était marrant, c'est que j'ai survécu, j'avais aucun problème, mais c'était juste, genre, ça avait l'air, tu vois, hyper impressionnant. Et donc, ouais, il y a la question que je me pose alors, c'est genre, tiens, est-ce que il y a des gens plus résistants aux chutes ou des trucs comme ça? Je pense que c'est plutôt la manière dont tu tombes. C'est comment tu vas te ramasser par terre. C'est ça qui va surtout définir si tu vas te blesser un peu, beaucoup, ou si tu vas mourir. Parce que, je crois qu'en général, quand tu tombes d'une falaise, ben, souvent la tête la première. Donc, Ouais, c'est vrai que sinon il y a aussi ce qu'ils appellent le psychobloc. Ce sont des gens qui font du solo, mais au-dessus de la mer, par exemple. Alors, voilà, là, tu tombes dans l'eau. Ouais, c'est déjà un peu plus intéressant. J'aimerais bien revenir à tout ce qui est... Donc la première question que j'avais, c'était plus par rapport à... parce que on a parlé d'instabilité mentale et tout ça. On a parlé d'adrénaline. On a parlé aussi d'être dans un état je sais pas, de flow, où il n'y a plus de pensée, où tu es vraiment dans une espèce de zone et tout. Et en effet, il y a un truc que le documentaire illustre très bien, c'est qu'à un moment, Alex, il stressait, quoi. Et donc, il a reporté à l'année prochaine le truc, quoi. Et donc, ouais, je sais pas, l'aspect mental dans l'escalade en général. J'aimerais bien avoir des commentaires là-dessus, sans vouloir vous guider dans vos réponses. Mais le mental, je trouve que c'est quelque chose qui est prépondérant, on va dire, dans l'escalade. Il y a la gestion de la fatigue, etc. Mais le mental, je pense que c'est un peu... Il faut avoir un bon mental, ça se travaille, et à la fois, ça peut te faire défaut à des moments où tu le saurais pas. Enfin, par exemple, c'est à notre niveau, en tout cas au mien, je peux arriver un matin devant une voie et commencer, et au bout de 2-3 clous, j'ai plus envie d'avancer, j'ai les boules, j'ai peur de tomber. Et puis il y a d'autres fois où je vais faire un truc très dur et je vais arriver en haut, je vais clipper le relais, et je me serais jamais posé la question de prendre une chute, même si c'est écarté entre les points, et j'aurais été concentré. Et c'est vraiment, il y a des fois où je suis dans une bulle, et pareil que cet état de flow là dont ils parlent dans leur solo. Il y a plus rien qui te distrait, et ton mental il est bon, et tu es concentré sur la difficulté des mouvements et plus sur la crainte de tomber. Et c'est assez dur à gérer, et ça bouge beaucoup, on va dire. Enfin, personnellement en tout cas. ouais, non, pareil. Après aussi, pour continuer là-dessus, bah oui, le mental clairement est très important aussi, parce que tout simplement on a un effort parfois à fournir pour grimper, parfois on est dans un mouvement difficile, on a déjà mal au bras, et il faut passer une difficulté. Et là, ce qui peut faire la différence, bah, c'est vraiment le mental. Si on se dit oh non, j'en peux plus, je baisse les bras, ou si on est vraiment bien concentré pour y arriver, là ça peut très fort faire la différence. Aussi, quelque chose qui change beaucoup, où là le mental est très important, c'est quand on grimpe en falaise. Parce que quand on grimpe en salle, voilà, tout est très clair, c'est plutôt sécurisé comme environnement. C'est déjà beaucoup moins le cas en falaise. Et particulièrement si on fait ce qu'on appelle grimper en tête, c'est-à-dire grimper sans que la corde soit déjà installée. Et donc celui qui grimpe en premier, du coup le premier de cordée, il installe la corde en même temps qu'il grimpe, comme on expliquait plus haut, où il y a des points, enfin vraiment dans le mur dans lequel on va installer sa corde. Donc entre tous ces points, on va pouvoir installer sa corde. Quand on est entre deux points, on est entre guillemets attaché à rien. Disons que c'est le point qui est en dessous de toi qui est l'endroit où tu es attaché. Donc du coup, quand tu chutes, tu peux faire comme ça une chute de plusieurs mètres en potentiellement te faisant mal. Et donc tu as toujours ce petit truc dans le coin de l'esprit au moment où tu es en train de grimper. Et ça change complètement du coup la manière dont tu vas grimper, et
l'état d'esprit dans lequel tu es va faire la différence. Parce que les mouvements que tu fais sont globalement les mêmes. À part le fait que tu dois aussi installer la corde, mais sinon, enfin, voilà, ça reste à peu près la même chose. Mais c'est juste le mental de se dire que tu es moins en sécurité, alors que si la corde est déjà là, tu peux y aller. Voilà, c'est pas très dangereux. Donc ça, là, ça fait une grosse différence. Ouais, c'est ça, il y a ça, et puis même, enfin ouais, je dirais aussi parfois quand tu es dans une voie dure, il y a des mouvements que tu vas faire en bas, par exemple, où si tu te fatigues en tirant trop fort sur une prise et que tu sens que tu as ton bras qui commence un peu à dober, à devenir dur, et que tu sais que le mouvement le plus dur de ta voie est 10 mètres au-dessus, mais tu vas commencer à dire merde, j'ai serré trop fort, etc. et je vais pas y arriver. Et donc il y a aussi un combat dans ta tête où il faut arriver à rester focus, à pas te laisser distraire par certaines choses, à te dire que ça va quand même passer et à savoir économiser son énergie. Enfin, et donc il y a le mental dans la peur de chuter et dans la peur de rater aussi sa voie parce que tu as envie de la réussir, par exemple. Et c'est un peu deux combats qu'il faut savoir combiner. C'est marrant. C'est intéressant parce que quelque part, ça me rappelle un peu mes anciennes expériences de tout ce qui est arts martiaux, où justement, en fait, ton pire ennemi, c'est toi-même d'une certaine façon. Enfin bon, je sais pas si ce que ça vous fait... Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? Bon, je réponds. Ouais, vas-y. Voilà. Ok. Bah, je suis assez d'accord parce que, comme disait Julien plus tôt, il y a vraiment des jours où t'es pas dans un bon état d'esprit et où tu donnes pas de bonnes performances, et puis il y a des jours où là t'es bien dedans et tu fais la même chose et ça se passe très bien. Et moi je vois aussi, pour revenir sur l'idée de grimper, quand je parlais plutôt de grimper en tête, que c'est voilà, avec le risque en plus t'étais pas dans le même état d'esprit. Moi ça va dans l'ensemble, je pense que j'ai un relativement bon mental et j'arrive à me lancer, mais j'ai un ami avec qui j'ai déjà grimpé pas mal de fois en falaise et qui grimpe mieux que moi en fait, qui a un meilleur niveau que moi. Et donc du coup quand on grimpe en salle ou qu'il grimpe en second, là aucun problème. Mais quand il grimpe en tête, même en faisant des choses qui sont largement en dessous de son niveau, parfois, c'est la catastrophe, il n'y arrive pas parce que juste il y a aussi un peu cette peur qui est là et qui coince, quoi. Alors que tu sais, tu vois, tu sais que c'est en dessous de ton niveau, tu sais que tu peux le faire, mais tu as juste parfois ton mental qui te coince. Donc c'est vraiment, ouais, ça joue énormément. Mais de ce que je comprends bien, il y a aussi l'opposé qui est possible. Pourquoi je dis est-ce que l'opposé est possible, c'est en revenant à ce que tu disais là, je me suis senti con, que du coup tu crois qu'il n'y a aucun problème et que du coup tu fais mieux que ce que tu fais d'habitude et que donc oui, peut-être quand tu es dans cette zone, quelque chose comme ça, je sais pas, je lance l'idée, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais j'ai pas bien suivi la question. Ah ok. J'ai un peu de lag. Ah ouais, mais c'est pas grave, il n'y a pas de stress. Non, ce que je voulais dire, c'est que donc typiquement, est-ce que le contraire est possible aussi, que parfois être trop optimiste et donc se dire mais oui, tout sera ok, est-ce que justement ça permet de grimper au-dessus de son propre niveau? Et pourquoi je pensais à ça, c'est que justement toi tu as fait, si j'ai bien compris, que tu avais fait environ 25 mètres et puis il y a la partie dure, et que c'est à ce moment-là, la partie dure, que tu t'es rendu compte, ah mais merde, je suis un peu con ou quelque chose comme ça. Et donc est-ce qu'il y a moyen que justement le mental permet de se surpasser ou surpasser son propre niveau, ou bien c'est plutôt en négatif? Voilà, je pose la question comme ça. Ah oui, non, parfois ça, un bon exemple, c'est parfois quand tu rentres dans une voie, en fait, en falaise, tu as toujours un topo, c'est un espèce de un petit boucle là, avec des photos et la cotation des voies. Et parfois, quand tu as plusieurs voies l'une à côté de l'autre, tu peux te tromper et au lieu de partir, tu veux partir dans un 6A, tu vas partir dans un 6C. Et tu vas faire la voie. Et arrivé en haut, ton 6C, tu vas être là, c'était quand même pas si facile pour un 6A, et tu l'auras fait. Et puis une fois que tu vois qu'au fait c'était un 6C, tu es là, mais j'ai quand même fait un 6C. Alors qu'à la base, en bas, si on t'avait dit, ouais, tu veux pas commencer ou faire un 6C, tu aurais été là, non, jamais, je ferai pas ça.
Et donc, parfois, ne pas connaître la cotation ou te tromper de cotation, bah, tu vas faire le truc et tu l'aurais pas. Donc, tu peux te surpasser parfois dans le positif aussi. Ouais, je rejoins ça, ouais, c'est assez vrai. Et c'est là, ouais, qu'on revient de nouveau sur le mental. Tu te fais, effectivement, ouais, tu te fais des idées sur ce que tu es en train de grimper, et puis c'est ça qui va vraiment calibrer la manière dont tu vas te comporter, et la performance que tu vas donner. Cool. Y a un truc que tu as dit très vite, mais que j'ai pas voulu creuser sur le moment que tu étais dans une vague. C'est tu as parlé de l'alpine. Donc ça, je suppose que c'est tout ce qui est escalade avec de la neige et tout, et donc tout le matos est différent, ou bien c'est plus ou moins similaire? Enfin, je sais pas. Ouais, l'alpi, c'est en montagne. Enfin, t'as de l'escalade rocheuse en montagne où t'es encore toujours avec le même principe, mais l'alpinisme, c'est plutôt à partir du moment où t'as du solo en alpi aussi, mais en général, vous êtes à deux en cordée, t'as des crampons, piolets. C'est à partir du moment où tu mêles neige, glace, rocher. Ouais. Ce sont un peu des techniques qui mêlent escalade, rando, et c'est ça, et progression sur un terrain, ce qu'on appelle mixte, quoi. Et je trouve que ça se rapproche pas mal aussi un peu du solo en termes de danger, d'engagement. Parce que tu rajoutes les dangers objectifs, tout ce qui est chute de pierre, orage, avalanche, toutes ces choses-là que tu ne maîtrises pas et où tu joues beaucoup à la roulette russe, surtout maintenant avec les changements climatiques. Ça devient vraiment... Même les voies qui étaient très faciles, par exemple dans les Alpes, les classiques, aujourd'hui deviennent très dangereuses. Donc il y a plus de pluie ou quelque chose comme ça, ou enfin donc c'est vraiment, on remarque que du coup le temps est beaucoup moins stable, c'est ça que tu es en train de dire, et que du coup ça influence complètement un certain chemin ou quelque chose comme ça? Mais la météo en montagne, en fait, tu peux partir le matin à 6 heures du matin bleu et à midi, tu as un orage. Et en haute montagne, l'orage, bah, c'est super fort, quoi. Tu as des éclairs, enfin, tu peux être foudroyé, tu vois plus, tu sais plus te déplacer, puis la neige tombe, tu as du vent, il fait beaucoup plus froid. Donc ça peut vite tourner au cauchemar. Personnellement, moi, j'ai vite les mains qui deviennent froides, et donc tu peux avoir des gelures, enfin, des tas de choses qui pour moi, en fait, enfin, il y a trop de conditions que tu maîtrises pas, que moi, pour que j'y prenne du plaisir, à part si d'office ta journée va être belle, mais tu peux jamais le savoir. En fait, en montagne, ça change très vite. Et où tu as des rochers qui s'effondrent, hein, parce que maintenant, à cause du réchauffement climatique, tu as tout le permafrost qui fond, et donc tous ces rochers sont un peu des amas de cailloux, et la glace fond entre eux, et ça les décolle. Et donc, tu as des pans qui s'effondrent. Je trouve que tout ça fait que ça devient un peu super dangereux aujourd'hui. C'est vraiment jouer à la roulette russe, aller faire de l'alpi. Du coup jamais essayé. Moi? Ah si, j'en ai fait un. Ah. Mais pour moi, c'était un peu le niveau max de... Je préfère encore l'escalade traditionnelle qui est dangereuse, mais l'alpi, voilà, courir sur des arêtes avec 800 mètres de vide d'un côté, 300-400 de l'autre. Oui, c'est ça, là, c'est... Oui, non, c'est vraiment... L'alpinisme, c'est vraiment un sport très dangereux, quoi. C'est clairement, là, comme dit Julien, t'as encore moins de maîtrise sur ce qui se passe autour de toi, donc t'es vraiment exposé à la montagne et à tous ces dangers. Donc c'est encore autre chose. Ouais. Et quand vous disiez que c'est assez comparable au solo, c'est que pour vous, ils sont plus ou moins instables de la même façon, ou genre ils ont... Enfin, je me demande, parce que moi c'est le genre de truc que je dirais pas faire moi-même. Enfin, déjà parce que j'y connais rien. Mais ensuite, oui, c'est vrai, jouer avec les éléments. J'ai déjà été... Enfin, en fait, moi j'étais dans l'Himalaya pendant qu'il y avait le mousson. Mais j'étais pas dans un endroit dangereux, hein. Il y avait de la terre, j'étais pas dans la neige et tout. Et même là, je me suis dit, bordel, si là j'étais pas protégé par un toit, je serais dans la merde. Mais enfin, je sais pas. Donc, est-ce qu'ils ont plus ou moins le même type d'être? Parce que j'ai l'impression que les gens qui font ça, c'est beaucoup plus un truc, ouais, comme vous avez dit, un kick d'adrénaline, se sentir puissant ou je sais pas quoi, ou juste avoir cette espèce de passion en soi. Enfin, bon,
voilà, questions ouvertes, commentaires ouverts. Raph, bon. Vas-y, toi, enfin, moi, j'ai pas vraiment d'expérience d'Alpi, donc peut-être que toi, t'auras un meilleur avis que moi sur la question. Mais ouais, mais c'est bête que Jean justement n'ait pas été là. Bah oui, clairement. Il est guide et il aurait pu en parler mieux que moi. Mais il y a un côté peut-être un peu héroïque, on va dire, dans tous les grands alpinistes. Et il y a ce côté. Lionel Terray disait oui, il faut engager la viande. Et il y a vraiment ce côté où ben voilà, il y a des endroits où c'est dangereux et tu vas risquer ta vie c'est des passages qui sont faciles, on va dire, mais qu'on Expo, par exemple, une arête qui serait techniquement du 4, mais avec 800 mètres de vide, l'arête ne fait pas plus d'un demi-mètre de large. Et si tu glisses, si tu glisses, bah, tu risques d'entraîner ton compagnon. Si ton compagnon glisse, il risque de t'entraîner aussi. Enfin, tout ça, il faut une concentration assez extrême. Faut être toujours focus. C'est très fatigant. Si tu veux avancer vite en alpi, ben, tu te protèges moins. Si tu protèges beaucoup, tu perds du temps. Et donc, il y a toujours, il y a une gestion du temps qui fatigue. Il y a un côté un peu badass là-dedans, je trouve, où ben, les gens aiment bien cumuler les sommets et en faire plusieurs. Et puis parfois aussi, je sais pas, t'es dans ton refuge et t'arrives à ton refuge, il est 3 heures du matin, tu dois te lever et puis on te dit que les conditions météo sont pas top, mais voilà, c'est ta seule fenêtre météo. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à se dire, ok, ben tant pis, on n'y va pas, on reviendra. Et qui vont prendre ça un peu comme si ça avait été des couilles molles de pas y être allé et qui vont y aller. Et la météo est mauvaise et puis ils vont avoir un problème. Enfin, il y a un peu, c'est très difficile de rester rationnel, en fait, j'ai l'impression, au plus tu vas dans ce type de sport, et surtout en alpine. Voilà, faut rester humble et surtout en montagne, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment rester humble, s'écouter soi, mais savoir écouter son compagnon, savoir aussi regarder la nature, écouter les gens. Et voilà, il y a des gens pour qui c'est pas toujours évident de savoir se rétracter. Bah, quand j'étais au Népal à ce niveau-là, j'avais parlé comme ça à des Sherpas locaux, hein, donc c'est un peu les gars qui sont les montagnards de là, et ils m'expliquaient la plupart la chose que la plupart des gens oublient quand ils veulent faire de l'alpinisme sur l'Everest ou sur l'Annapurna ou quoi que ce soit, c'est que en fait tu dois pas juste grimper jusque-là, jusqu'au sommet, il faut aussi descendre. C'est comme si tu la grimpais 2 fois en fait. Et donc même en descendant, il faut faire doublement attention parce que ouais, il y a souvent des gens qui sont fatigués ou ils se sont forcés et tout ça, et que du coup ils meurent ou quoi en redescendant en fait. Ça, j'ai trouvé quand même assez intéressant pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Ouais, c'est clair en Alpi, c'est les 3 quarts des accidents, c'est à la descente. Parce que tu es fatigué, parce que tu relâches ton attention, parce que ton focus a été sur le sommet. Et puis oui, même rien qu'une descente, enfin redescendre du sommet en pente, enfin t'as tes crampons. Je trouve ça toujours plus dur de descendre une pente neigeuse que de la monter, par exemple. T'as plus vite facile de glisser, de partir en avant que dans l'autre sens. Et puis surtout la durée, hein. Ça fait 15 heures que tu es en train de faire ta course, que tu n'as pas dormi depuis une journée et demie. La fatigue commence à te faire des petites erreurs, et des petites erreurs en amènent vite des grosses. Et puis on le voit comparé même à l'escalade, hein, le taux de décès quand même. Mais je regardais par contre les statistiques de décès, il y a l'air d'avoir autant de randonneurs qui meurent en montagne que d'alpinistes chaque année. Ouais, j'avais entendu effectivement que les statistiques de randonneurs qui meurent étaient plus élevées que celles des grimpeurs. Donc, quand on va en montagne, c'est moins dangereux de faire de l'escalade que de faire de la randonnée. Ouais, c'est clair. Et donc, on essaie de se rassurer comme ça aussi quand on est au milieu d'un rocher. Ouais, mais moi, franchement, j'avais fait, en fait, j'avais fait un stage de, comment ça s'appelle, découverte avec l'UCPA, là, en juin, à Chamonix.
Et on était passé dans le niveau 2 parce que j'avais quand même un assez bon niveau en escalade par rapport aux purs débutants là-bas. Mais ouais, moi, il y a une journée, bon, j'ai vite froid aux mains et où j'étais crevé et il avait plu, on avait été, du coup, on n'est pas monté en montagne et on a été faire des grandes voies dans la vallée de Chamonix où j'ai oublié mes chaussons et mon casque et mes chaussons, je les avais achetés de nouveau juste avant de partir. Bref, et à 10h du soir, quand on fait nos sacs pour la course du lendemain, où je n'étais pas rassuré de la faire parce que la météo était crapuleuse, je remarque que j'ai oublié mon casque et mes chaussons, et ça m'a encore un peu plus énervé, et je me suis pas endormi avant 2-3 heures du mat. Ça, plus le stress de la course en montagne qu'on allait faire le lendemain. On devait se lever à 6h, et à 6h, je me lève, je suis fatigué, et j'ai dit à mon pote, on était 4 à partir, avec 3 plus le guide, et je leur ai dit, écoutez, en fait, moi je le sens pas, je pense que je vais pas monter, et ils ont fait, t'es sûr, etc. Et je fais, oui, oui, et j'y suis pas allé, et il y avait d'autres groupes, de l'UCPA qui étaient là, qui sont partis faire d'autres trucs. Il y en a qui sont remontés sur l'arête du Midi à 4 pattes avec le vent, tellement il a fait dégueulasse. Et eux, ils y sont allés, mais ils ont traversé le tunnel du Mont Blanc pour aller en Italie. Et ils ont dit qu'il avait fait caillasse toute la journée, qu'ils n'ont rien vu, ils ont dû changer leur plan, etc. Et moi, je suis resté à Chamonix. Il y a le chaud au refuge. Ouais. Et je me suis dit, ouais, j'ai bien fait de pas le faire parce que. Mais ouais, je sais pas, j'ai senti qu'il y a trop de choses que je maîtrise pas en alpi que pour avoir vraiment du plaisir, je préfère encore faire de la rando et de l'escalade que d'aller courir les sommets comme ça. Ouais, je comprends. Bah, j'ai jamais fait d'alpi, je me suis déjà posé la question est-ce que j'essayerai une fois, mais ça a l'air tellement dangereux que je me dis je pense que je vais aussi rester à l'escalade et randonnée plus classique, quoi. Mais ouais. J'en profite déjà assez bien comme ça. J'ai pas besoin de d'aller risquer ma vie pour rien, quoi. Mais par contre, c'est vrai que quand j'étais là-bas, là, au milieu du glacier, donc à Chamonix, là, sur le Mont Blanc, il y a vraiment ce glacier du géant. Et quand tu es sur ce glacier, en haut, c'est à 3600 mètres, je pense. T'as juste les montagnes, y a pas, tu vois pas une seule maison, pas un village, enfin, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien que la neige, les sommets. Ouais, c'est sûrement ça. Et c'est vrai que bon, moi j'avais toujours eu envie de me retrouver là un jour, et j'avoue que j'y suis allé, c'est bon, maintenant je n'y plus. Mais pour la nature elle-même, au-delà même de toutes les sensations que tu as, ça c'était beau. C'est quand même quelque chose d'unique. Bah, c'est-à-dire que c'est des endroits tellement extrêmes qu'il n'y a personne. Et donc c'est presque des endroits où c'est le seul moment où tu peux avoir être vraiment seul avec la nature, pour ainsi dire. Je pensais peut-être à la jungle, mais c'est peut-être parfois un peu plus dangereux que... Enfin, je sais pas. C'est dangereux. Différemment dangereux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très hostile et à la fois c'est magnifique parce que j'étais là sur ce truc, on a été faire 2 petites pointes sur une arête et on était nouveau sur le glacier et puis à un moment donné, il avait fait beau toute la journée, hein, depuis 8h du mat. Puis, je sais pas, vers 15h, il y a juste des gros nuages qui sont passés, genre 10 minutes, mais en un coup, tu sais, t'as chaud et puis en un coup, il fait froid comme si t'étais dans un frigo. Il commence à y avoir du vent, il fait gris et tout change. Et en un coup, t'es là, au fait, j'ai pas trop envie de rester longtemps ici, on va peut-être rentrer. Et puis le nuage est passé, ça allait de nouveau mieux. Mais il y a un côté très, très hostile comme ça et à la fois magnifique. C'est assez ambivalent comme sentiment. Ouais, je comprends, mais après, je pense que ça fait partie des 2 choses que recherchent les gens qui font l'escalade très engagée, l'alpinisme. C'est à la fois ce côté contact avec la nature, vraiment grandiose, comme ça, comme tu le décris, et puis comme aussi ce que tu disais avant, il y avait le côté héroïque. Parce qu'il y a vraiment ces 2 aspects qui sont recherchés. Il y en a même qui recherchent le risque, hein, qui font ça, qui ont besoin d'avoir ce côté engagé, cette recherche des risques, quoi. Donc c'est vraiment, il y a cette dualité entre d'un côté, ouais, un peu risque, adrénaline, tout ça, aventure, et en même temps voir des paysages grandioses, être vraiment en contact très brut avec la nature, quoi. Il y a un peu ces 2 aspects. Ouais, c'est un peu comme l'autre qui avait fait le tour de la Terre, la latitude 0, Mike Horn.
Ouais, lui, représente un peu les deux, hein, je crois, le côté badass, du mec qui fait des trucs dangereux, et puis il était pas parti au pôle Nord, là, ou je sais plus quoi, et il avait fait une expédition où il était à moitié mort, presque, là, il y a quelques... Ouais, bah, il y a pas longtemps, il y avait, je sais plus si c'était lui ou quelqu'un d'autre, ils étaient partis à deux pour traverser le pôle Nord, mais avec le changement climatique, les glaces sont tellement fondues que ça devenait trop dangereux, ils ont dû abandonner. Non, Ouais, c'est ça, et puis il a été sauvé, ouais, je crois que c'était en février, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, c'était tout récent, quoi. C'était un petit peu avant la pandémie. Ils sont revenus à temps pour profiter du lockdown, quoi. Ouais, c'est ça. Ah putain, moi je Là- vais au pôle Nord et tout, maintenant je me retrouve bloqué ici, dans ma maison, alors que je veux être dans la nature, dans le danger, là où je ne vaux rien, où je peux être humble face aux éléments. Il va vivre une nouvelle aventure, C'est ça. la plus dure de sa vie. C'est C'est ça. ça. Rester chez lui et ne rien faire du tout. Ouais, putain. Bah, ça, je dois quand même dire, c'était quand même un de mes moments les plus précieux de ma vie. C'est que j'étais tombé sur des métalleux au Népal, quoi. Et du coup, avec eux, j'ai eu une moto et on a fait un peu l'Himalaya, mais l'Himalaya plein, hein, tu vois, parce que tu as des plateaux et puis tu as des pics. Et on a un peu fait, je crois, une centaine de kilomètres vers l'ouest. Et puis on est revenu, quoi. Comme ça, sur plusieurs jours. Et ouais, juste les vues et tout, et la connexion avec la nature, et rencontrer les gens qui vivent hyper simplement. C'était vraiment un moment magique. Et du coup, je peux comprendre les personnes qui recherchent une sorte de pureté de la nature encore plus grande que ça. Parce que ouais, quand tu es en milieu urbain, bon, moi je suis un gars de la ville, ouais, c'est genre, quand je vois les espèces de parcs du genre Bois de la Cambre, où tout est bien arrangé, tu vois, où tous les arbres sont bien coupés, où tu vois les branches sont bien coupées pour qu'elles ne tombent pas et ne dérangent pas la circulation, et que ouais, Ouais. dans un univers purement nature, ouais, ça te rend... Enfin, ouais, tu as parlé du mot humble, bah oui, c'est vraiment ça, je me suis dit, putain, je suis une sous-merde, mais c'est tellement beau, quoi. Non, clairement. Ah, mais ce que tu dis là sur le bois de la Cambre, comme j'habite à côté, ça me rend dingue ces temps-ci. Autant j'aime bien la nature, autant là, je suis là, mais je n'ai droit qu'à que ça, qu'au bois de la Ouais. Cambre. Non, mais clairement, quoi. Ça, me suis déjà fait aussi la réflexion où, là, moi, enfin, avant que j'étais près de la forêt de Soigne et t'es là-dedans, bah oui, c'est sympa d'avoir un peu de nature, mais tu vois, c'est tellement artificiel. Et puis, t'as le bruit de l'autoroute, là, 411, là, qui Ouais. passe à côté. T'as le bruit de fond en permanence alors que t'es dans les bois. Et... Bon, en Belgique, c'est difficile d'avoir mieux. Enfin, allez, il faut aller au fin fond des Ardennes pour voir un petit peu plus, et encore. Ouais, c'est difficile d'avoir une vraie expérience de ça. Et j'ai vu un article, justement, enfin, article ou post Facebook, et c'était genre les Parisiens sont surpris d'entendre les oiseaux. Donc, ça veut dire qu'en journée, il y a tellement de voitures que. Et même chez moi, hein, moi, les oiseaux, je les entends que la nuit. Enfin, maintenant, en journée, je les entends aussi. Mais ouais, normalement, les oiseaux, ils sont là, ils chantent, ils font tout leur délire et tout ça. Mais vu qu'il y a tellement de voitures qui roulent tout le temps, bah non, ils noient le beau chant des oiseaux, quoi. Tout comme la pollution de la lumière nous empêche de voir les étoiles la nuit, quoi. Ça aussi, c'est Ouais. Ouais. place. Ouais, putain, les étoiles, c'est juste magnifique, quoi. Ah ouais. Ah, c'est clair, ça me... Ouais, je suis allé en octobre au Yosemite, là, donc le parc où Alex Honnold grimpe. Mhm. Et c'est ça, t'as la vallée du Yosemite où il y a ces rochers qui fait partie d'un grand parc national, le parc du Yosemite. Et donc, il y a vraiment très peu de maisons aux alentours. Et, euh, et le soir, en fait, il y a aucun réverbère et tout. Et t'es là dans ce parc, tu loges dans des tentes, dans des espèces de campements très rudimentaires. Et t'as toutes les étoiles. Et donc, t'as cette vallée qui est ouverte comme une gorge, là. Et tu vois toutes les étoiles dans le ciel, avec sur les murs des parois toutes des petites lumières de tous ceux qui sont en train d'escalader ces big walls. T'as leur petite lampe frontale qui s'allume et c'était assez beau à voir. T'as toute la voie lactée, enfin c'était rempli d'étoiles. C'était assez beau, j'aimais bien. T'as été au El Capitan, du coup? Ouais, ouais. Ben justement c'est ça, fin octobre ou mi-octobre, un truc comme ça. Et t'as essayé ou Alors la voix qu'Alex Honnold a faite, j'ai eu la main dessus du début là du nose.
J'ai pas fait. Là, les big walls qu'ils font, je crois que Freerider, qui est à la base, c'est la T-Wall. Enfin bref, la voie que fait Alex Honnold, c'est 30 longueurs. Et en temps normal, pour le commun des escaladeurs, c'est plus ou moins 4 jours. Mais 4 jours parce que tu montes avec toi ton porte-à-ledge, qui est une sorte de tente portative que tu suspends, avec toute ta bouffe, etc. Et donc, tu fais ta longueur, ton ami te rejoint, et puis vous remontez les sacs, et puis vous faites... Et donc, ça prend quand même du temps, c'est pour ça que ça met 4 jours. Mais moi, j'ai fait des voies d'une dizaine de longueurs, un truc comme 250, 300 mètres max. 280, je dirais même. Mais c'est assez spécial, hein, c'est dur. Lui, quand il l'a fait... Ah, mais merci d'avoir partagé. Et donc, en fait, ouais, c'est une sorte... Donc, comme je dis aux gens qui écoutent aussi, hein, donc ça s'appelle Simply Store Proof de Portal Edge. Et oui, c'est une espèce de tente où ils décrivent un peu tout state of the art. Ouais, c'est du beau marketing, tout ça. Mais bon, en même temps, si ça marche, hein, on va pas dire. Allez, cool. Mais ce qui est marrant, c'est que tu disais 4 jours. Lui, pour le coup, en solo, si je me trompe pas, il l'avait fait en 4 heures ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour montrer que le gars il est très doué, hein, faut pas... Ouais, c'est ça, ouais. Mais il est très doué, mais quand tu grimpes au Yosemite, c'est un granit qui est assez lisse parce qu'il a été poli par les glaciers qui sont passés avant. Et donc c'est une roche très lisse, pas pratiquement comme du marbre, et tu grimpes principalement dans les fissures de ces roches. C'est des grosses fissures. Et tu dois placer ce dont je parlais tout à l'heure, des cams, des frames, qui sont des espèces de cams mécaniques que tu presses et qui rentrent dans la fissure, tu relâches et donc ça s'ouvre comme un parapluie. Et tu mets aussi tes petits nuts qui sont des câblés avec un bout de fer. Et donc tout ce matos que moi je monte en premier, je vais placer pour me protéger. Je vais arriver à mon relève, le second va me suivre et il va devoir tout enlever. Parfois ça reste coincé, etc. Et donc ça prend pas mal de temps, rien que de protéger ta voix et donc c'est pour ça aussi, bon, ça reste quand même 4 heures, c'est assez rapide pour lui, mais c'est pour un peu quand même dire que je pense qu'ils ont fait Alex Honnold et un autre gars, Tommy Caldwell, le Nose qui est juste à côté, ils ont fait avec des cordes en protégeant très peu. Je crois que le record c'est 1h58, 59. Ils sont allés en dessous de 2 heures, quoi. Ah ouais, mais faut savoir qu'il y a des gens qui font des speedruns d'escalade. Hein. Ça existe. Et ce qui est aussi, ça ressemble très fort à du free solo, parce qu'ils font ça à deux, et donc ils ont de l'équipement de protection, une corde et tout, mais en fait, ils s'en servent qu'à moitié, quoi. Ouais. Donc, l'important, c'est d'aller vite, donc l'aspect sécurité, même s'il n'est pas complètement jeté à la poubelle, il passe au second plan. Ouais, c'est ça. J'avais vu les X Games, du temps où les X Games passaient à la télé, donc il y avait des trucs de skateboard et tout, et il y avait aussi donc l'escalade. Et ouais, ce qui est très marrant, c'est que c'est comme des araignées, quoi. Les mecs, ils y vont à fond et hyper vite. Et je me dis, ah ouais, ok. Moi, quand j'ai fait à l'école de l'escalade, je prenais du temps, c'est genre, mais eux, ça allait hyper vite. Je me suis dit, ah ouais, ok, ils y vont, ils s'en foutent. Et oui, en effet, c'était un gars contre un autre qui font genre le même chemin. Mais ils doivent aller le plus vite possible, quoi, et gagner comme ça. Ouais, il y a des trucs d'escalade de vitesse comme ça où ils doivent grimper le plus vite possible et ils se font des voies en moins de 10 secondes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est devenu c'est ça, une discipline olympique, alors que dans le monde de l'escalade, c'était une manière de grimper qui était à peu près inconnue. En tout cas, j'ai vu tous les grimpeurs pros, ils découvraient ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Quand c'est devenu une discipline pour les Jeux Olympiques, ils ont fait qu'est-ce que c'est que ça. Ouais, on dirait vraiment des espèces de lévriers qui grimpent verticalement. C'est ça. Ouais. Quel est la plus belle endroit de la nature que vous avez vu? Question tout à fait hors escalade. Bonne question. Ouais, ça. Trop difficile ou quoi? Quel est le dernier endroit de la nature que vous avez vu? Ben moi, c'était le Yosemite. Facile.
Ouais, je sais pas, difficile à dire comme ça. Ah, ouais. Peut-être ouais, justement en montagne, hein, justement en escaladant, en allant en vacances comme ça en France ou en Italie, dans les Alpes pour faire de l'escalade, ça doit faire parmi les trucs les plus grandioses. Pardon derrière. Écoute, tu peux passer le bonjour. Ouais. Bah, c'est les aléas du direct. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, je dirais, ouais, bah, c'est ça, quoi. Grimper dans les Alpes, ça doit être là que j'ai vu les paysages les plus grandioses, quoi. Sinon, en voyageant à vélo aussi, j'ai vu des endroits sympas. Ah bah ouais, écoute, tu peux partager si tu veux. Ouais, c'est un peu hors sujet ici, mais si tu veux, on peut. Oh, écoute, c'est pas très organisé ou structuré. Bah ouais, bah en fait, bon alors pour résumer ça rapidement, bah j'avais démissionné l'année passée de mon job pour me lancer dans en fait 2 voyages à vélo. Donc j'en ai fait un premier ici, donc en Europe, où j'ai commencé au Portugal pour remonter à vélo jusqu'en Belgique. Donc j'ai fait toute une partie du Portugal, puis du nord de l'Espagne. Puis j'ai triché un peu quand j'étais dans les Asturies en prenant un bus pour aller jusque Bordeaux. Oh là là. Ouais, j'ai un peu triché là. Éviter les Pyrénées. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, disons que je m'étais pas rendu compte à quel point le Portugal était déjà vallonné. Donc en fait, depuis le début du voyage, alors que c'était le premier voyage que je faisais, c'était tout le temps dans les collines et tout, et dans les basses montagnes. Jamais dans l'autre montagne, mais du coup, c'était tout le temps un peu fatigant, quoi. C'était jamais des endroits rarement des endroits plats où c'était un peu chill. Donc du coup, comme je me suis dit, j'ai déjà eu ma dose et j'ai encore à me taper les Pyrénées. Et en plus, pendant le voyage, j'avais croisé genre d'autres gens qui voyageaient à vélo, mais dans l'autre sens, eux qui descendaient, quoi. Et genre des Français qui m'ont dit, ouais, tu vas voir quand tu arrives genre du côté de Bordeaux, là c'est tout plat, c'est bien et tout. Je fais, bon, ok, c'est bon, ça va, j'ai compris, je prends le bus, j'y vais. Vous m'avez convaincu, quoi. Et donc là, j'ai repris la route de là jusqu'en Belgique. Ah, putain. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Bah non, mais donc t'es passé par Saint-Sébastien et tout ça. Enfin. J'ai pris le bus avant. Ah ouais, ok. C'était à Gijón. Ah ouais, Gijón. Et c'est quoi la ville à côté? Oviedo, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Oviedo. C'est ça, bah c'était là que je m'étais arrêté avant de prendre le bus, quoi. Ouais. Et non, mais j'avais commencé à Lisbonne, et puis là j'étais parti vraiment à l'est, à l'intérieur du pays, jusqu'à Évora, puis là j'étais redescendu au sud jusqu'à la côte d'Algarve, puis en fait là j'ai longé la côte pour remonter jusque Lisbonne, puis de nouveau en longeant la côte vers Porto, puis de là j'ai fait la route de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle, depuis Porto jusque Saint-Jacques. Puis en fait de là j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle à l'envers. C'est-à-dire, normalement, les gens qui font le chemin classique, qui commencent en France de l'autre côté des Pyrénées et qui vont jusque Saint-Jacques, bah, j'ai pris ce chemin-là, mais en sens inverse. Ce qui fait que je croisais plein de monde, mais dans l'autre sens. Et t'es passé par Léon, Burgos et tout ça, ou plutôt vers la côte Ouais, j'ai commencé en fait dans le chemin classique jusque Léon, et en fait à Léon, j'ai pris un train jusque les Asturies, puis là j'ai tourné un peu là, avant de prendre le bus. Ouais, c'est beau, Léon. Ouais, c'est super. Le centre historique est vraiment magnifique. Et la cathédrale, juste époustouflant. Donc je recommande, si un jour vous allez dans ce coin-là en Italie, Léon, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'être vu. Bah, puis même de faire le chemin de Compostelle, c'est assez sympa. Ouais, moi j'avais fait ça quand j'avais 20 ans, 21, 22. Enfin, une partie. Je l'ai fait à pied, en bus et en train. Ouais. En fait, c'est combien de temps normalement le trajet normal? Parce que vous disiez, il y a le trajet de Saint-Jacques, mais donc c'est un trajet déjà fait. C'est pas genre tu prends ta carte et tu suis le chemin. Non, c'est ultra balisé. Il y a des flèches partout. Si tu suis le chemin officiel, si tu te perds, tu l'as presque fait exprès, quoi. C'est vraiment ultra fléché. Bon, déjà aussi, c'est difficile de dire combien de temps, parce qu'en fait, déjà, il y a plein de chemins différents. C'est un peu comme tous les chemins mènent à Rome. Maintenant, tous les chemins mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que comme c'est devenu à la mode de faire un pèlerinage à Saint-Jacques,
et qu'il n'y a plus que des vrais pèlerins, mais aussi, en fait, la plupart des gens maintenant, c'est des touristes, comme moi. Hein. Et du coup, il y a toujours le chemin classique qui commence à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est en France, donc pas loin de la chaîne des Pyrénées. Donc c'est là le chemin historique, on va dire. C'est là qu'il commence, puis il traverse les Pyrénées et il passe dans le plateau en Espagne, en dessous des montagnes du Pic d'Europe. Il passe vraiment dans le plateau d'est en ouest pour rejoindre Saint-Jacques. Et après, c'est difficile de dire de nouveau, de mettre une durée parce que ça dépend vraiment de comment tu le fais, si tu marches tout seul, si tu marches en groupe. Il y a des vieux qui le font aussi, il y a des jeunes, tu vois. Donc c'est difficile de pouvoir donner vraiment un temps parce que ça dépend de ton rythme en fait. Mais c'est vrai que moi j'avais fait depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. Puis je m'étais blessé en fait, mais comme un con. Je m'étais entraîné un mois avant. Ma grand-mère habite du côté de Gérone et j'étais parti de chez elle elle m'avait déposé à Perpignan et là j'ai pris le train pour retourner à Bayonne pour ensuite prendre un autre train pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port et je me suis arrêté au milieu en passant à Carcassonne. Et à Carcassonne, mon hôtel, en fait, j'avais loué une chambre minable, mais je pensais que c'était dans Carcassonne, mais c'était à genre 7-8 km de Carcassonne. Et je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis irrité la malléole avec mes chaussures en marchant sur ce bitume et en visitant Carcassonne, ce qui fait que le lendemain, quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'avais un tendon tout irrité. Et je me suis fait la première étape, là, Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux. Je crois que c'était 28 km dans les Pyrénées et que ça a attaqué directement. Et je suis arrivé à Roncevaux et j'avais la jambe en compote, je savais plus mettre mon pied au sol. Et du coup, j'ai repris un taxi pour retourner à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, je suis resté une semaine à Saint-Jean-Pied-de-Port parce qu'à Roncevaux, en fait, tu devais dormir dans un monastère, là, avec tous les gens dans un dortoir. Et donc, je me suis reposé une semaine et puis je suis reparti. Mais du coup, comme j'ai perdu du temps dans mon planning, j'ai pris un train pour aller jusqu'à Pampelune. Enfin bref, j'ai un peu fait ça autrement, on va dire. Mais... Mais je me souviens de Léon parce qu'en fait, quand tu as ta carte de pèlerin, tu peux aller dans des restos et tu as des réductions pour avoir ton menu de pèlerin. Et en général, tu reçois parfois un verre de vin, parfois c'est un pichet, mais à Léon, j'ai reçu une bouteille de vin entière pour moi tout seul avec mon plat de pèlerin. C'est cool. Moi, ça m'est pas arrivé, ça. J'étais pas au courant. Je m'étais mis une grosse caisse, je me souviens que je suis rentré dans ma chambre, j'étais tout mort. J'ai même pas fini la bouteille. Mais... T'as dû draguer la serveuse ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Utiliser le gros sourire charmeur. Oh, je cherche. Donnez-moi la vérité dans cette bouteille de vin. Ouais, cool. Ah là là. Je sais pas combien de temps on a parlé. Je crois que c'est une petite heure et demie là. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça, un petit peu moins peut-être. Mais... Ah ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez ajouter? Parce que je suis sûr qu'on n'a pas du tout fait le tour du sujet. Mais clairement pas. Clairement pas. Ouais. Ouais, non, vas-y toi alors. Ah pardon. Disons que j'avais pris quelques notes. En fait, j'ai regardé le film Free Solo juste avant qu'on commence le podcast, donc j'avais pris 2-3 notes. Mais quand on regarde tous ces films, tout ça, il faut pas oublier qu'il y a... Enfin bon, là, c'est des potes qui ont fait le film, des potes d'Alex Honnold, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi toute une industrie derrière. Et donc, tous ces grimpeurs pro ou ces gens qui font du free solo sont très forts mis en avant. En fait, il y a un petit côté Star System qui est entretenu par une industrie. Vraiment, tous ceux qui font l'équipement d'escalade ou de vêtements sportifs, c'est surtout, ils vivent en grande partie de leurs sponsors parce que c'est pas des compétitions en général qui peuvent vivre. Et du coup, il y a un système qui sont obligés, qui les entretient, quoi. Donc ils sont obligés de se mettre en avant et ça crée, ça entretient cette image un peu d'aventurier, de héros comme ça, qui influence après les jeunes qui se lancent dans l'escalade derrière.
je peux Voilà. rebondir vite fait là-dessus. Ouais, vas-y. C'est que moi, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que en fait, j'ai l'impression que dans ce documentaire, ils parlaient de manière très limitée des risques. Ils en ont parlé, mais ils en ont parlé, je trouve, de manière, de Ouais. manière très limitée. Ils Genre, esquivent énormément la question. bah oui, dans le sens où, en fait, le seul moment où tu vois des morts, c'est à un moment, je crois, pendant 20 secondes, ils montrent des photos de gars de 40 ans ou de 50 ans, j'ai complètement oublié les noms, bien sûr, qui, ok, ouais, ils en sont morts en faisant du solo, ils se sont retrouvés, Ouais. genre, des semaines après. Et justement, je me dis, là, les noms qu'ils ont mis, ça doit être des noms de très grands grimpeurs. Mais Ouais. je peux tout à fait m'imaginer que quelqu'un qui n'est pas aussi doué ou qui n'est pas aussi connu ou qui n'est pas aussi héroïque ou qui n'est pas entretenu par le système, si lui il meurt en solo, enfin, il va pas être sur cette liste-là, quoi. Et ouais, moi je trouvais qu'il y avait quelque chose, en fait, de truc en mode, ouais, c'est trop cool le solo et c'est genre tu te challenges toi-même et tu vas contre les éléments et c'est genre tu te défies toi-même et c'est tellement pur et c'est tellement blablabla, alors qu'en fait derrière tu tombes, enfin les risques sont hyper grands. Ça c'est une remarque que moi j'avais envie de placer quand même dans ce podcast que j'avais presque oublié de placer. Bah, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ouais, Enfin, vas-y. mais oui, après, moi, il y a le côté, en effet, enfin, je suis pas certain qu'énormément de gens font du solo, et aussi, j'ai pas non plus l'impression que parce que Alex Honnold fait du solo, les jeunes vont se lancer dans le solo. Je Non, pense d'office. en effet que, comme disait Raph, il y a un peu un côté marketing derrière des marques, c'est North Face, la Sportiva, ou enfin Patagonia, tout ça qui ont ses sponsors, et ça va aussi un peu attirer des jeunes à faire de l'escalade, plus qu'à faire du solo. Il y a un peu ce côté marketing là. Mais je dirais que c'est un peu, tu sais, comme les jeunes qui jouent à GTA, c'est pas pour autant que tout le monde prend son... Bon, à part aux États-Unis, évidemment, hein, mais dans le reste du monde, personne, enfin, très peu de gens le font. Enfin, mais ouais. Non, bien sûr, mais ça va quand même en pousser quelques-uns, ceux qui sont justement un peu plus sensibles à ça, à se lancer aussi, parce qu'ils regardent ces gens-là, ils voient que c'est un peu, voilà, ça devient un peu leur héros, et ils voient qu'ils sont un peu, enfin, transformés un peu du coup en stars dans le milieu, et qu'ils sont un peu considérés, ouais, comme les aventuriers, donc ça leur donne envie, ça, pour certains, ça peut en tout cas leur donner envie de le devenir. Et puis aussi même pour ceux qui sont pris déjà dedans, parce que des mégas comme Alex Honnold justement, ou d'autres, comme ils ont tout ce marketing derrière eux, ça les pousse aussi à continuer. Et quand c'est des gens comme Alex Honnold, on voit c'est un associé à la base, qui est pas à l'aise en public, et là tout à coup il est propulsé un peu sur le devant de la scène, ça peut être grisant aussi, et ça pousse. Il a une copine. Ouais. Il a une copine. Et ensuite, il a sa propre fondation en Afrique. Et franchement, et ce qui est marrant au documentaire, c'est que donc ça se termine sur lui et son méga grand sourire. En fait, tout le long du documentaire, il a jamais eu un aussi gros sourire, j'ai l'impression. En fait, je me trompe peut-être, hein, mais c'est genre le sourire là qu'il a à la fin quand il est au top, c'est genre ah mon dieu, blablabla. Et je me dis waouh, en fait, ce documentaire, il vend un truc en mode ouais. Survie, enfin la mort ou je sais pas quoi, ou enfin je sais pas, moi je l'ai vécu comme ça, hein. Je raconte parfois des conneries, mais moi je l'ai vécu comme ça en tout cas. C'est genre ouais, le seul bonheur que ce mec trouve, c'est dans l'escalade en solo, tu vois. Ouais, il y a peut-être de ça. Il y a un côté, en fait, mais ça, on le voit dans le film. Bon, j'ai vu il y a longtemps, là, maintenant, mais j'y repense. C'est quand même Alex Honnold, en fait, à la base, les solos qu'il a fait, il avait fait un truc à Zion. Comment elle s'appelle encore, c'est pas? Bref, j'ai oublié un truc, Horse Buttress ou quelque chose comme ça, ou non, Blue Moonlight ou Blue Light. Enfin, bref, un truc. Les premiers gros solos qu'il a fait, celui-là, donc Moonlight Buttress, c'est ça, et le Half Dome aussi, qui est dans le parc du Yosemite, juste derrière El Capitan, je crois que c'est quand même 600 mètres vertical. Il en parlait à personne, il faisait ses solos, et puis il le racontait, et puis ça c'est donc il faisait ça un peu dans l'ombre, et c'est assez étonnant d'ailleurs, je trouve que Free Solo sur El Cap, il y en a eu un film pendant sa réalisation et pas après. Et
Et je pense que lui-même, il est assez partagé. Je pense qu'il parle avec un type qui avait fait en solo Astroman. Il parle avec un gars sur le parking où le gars lui disait ouais, ben, normalement, moi, je fais pas ça avec des caméras. Et on voit qu'Alex Honnold aussi se pose un peu la question. Je trouve ça un peu dommage parce que j'ai l'impression que lui-même aussi est pas à l'aise avec le fait d'être filmé pendant qu'il fait ça. Bah, c'est très intéressant. Et en effet, ça c'est un autre point que j'avais. Enfin, j'ai pas écrit, mais bon, que j'avais en tête. C'est que oui, c'est qu'il y a ce gars-là qui dit ouais, il faut le faire pour les bonnes raisons parce que c'est toi et ton esprit. Et donc, l'aspect mental, encore une fois, c'est toi et ton esprit qui est là-bas. Si ton esprit est pas bien, ton corps va pas bien suivre et tout. Et oui, moi, je trouve ça bizarre de faire ça avec des caméras et tout parce que oui, en effet, c'est toi contre toi-même et du coup, c'est genre, imagine, il filme ta mort et tout ça. C'est tellement de stress en plus qui est pas nécessaire, quoi. Et donc, justement, le gars, à un moment, quand il abandonne, le gars lui dit, t'as bien fait. Si t'as senti que ça n'allait pas, t'as bien fait d'abandonner, quoi. Ouais. Donc, ouais. Pour rebondir là-dessus. Ouais, c'est clair, mais ouais, c'est clair. Et surtout qu'en plus, ça c'est chaud. Enfin, la partie où il s'arrête, là, je pense que c'est Free Blast. Et c'est une partie en dalle ce qui est très aléatoire, où il était tombé 2 fois. Et c'est des endroits où tu n'as jamais la certitude que tu ne vas jamais tomber, en fait. C'est un peu comme une roulette russe. Et je trouve ça quand même assez chaud, enfin, qu'il ait bien fait de s'arrêter. Et il faut savoir qu'Alex Honnold, dans ses réalisations, dans les solos, c'est quand même quelqu'un qui va assez proche de son niveau max. C'est-à-dire que je pense qu'il faisait, bon, maintenant il a sorti un Nova en automne, mais sinon son niveau maximum c'était 8C. Et il va quand même faire du 7C+ en solo. Et je trouve que enfin, ce côté-là, c'est quand même, c'est une bonne performance pour le gars. Enfin, c'est qu'il va pousser dans ses limites, à la limite de ses limites, dans quelque chose d'extrême. Bon, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais en tout cas, c'est du respect pour lui, tant qu'il tombe pas. Un aspect qui est quand même, et je trouve, c'est sûr, ils en parlent surtout à la fin. Au début, ils parlent pas trop de ça, mais il disait comme ça, ma mère, elle nous a éduqués à l'excellence, tu vois. Quand tu fais quelque chose, il faut être au top, il faut se donner à fond, il faut être le maximum, etc. Il faut être excellent dans ce que tu fais, quoi. Et donc ouais, si c'est un truc ancré en toi, tu vois, c'est genre, ok, j'ai fait ça, mais comment est-ce que je me prouve limite à moi-même mon prochain niveau d'excellence ou mon prochain niveau de ça. Et ouais, il y a peut-être un surenchérage. Putain, je sais pas parler français. Soit le fait de... voilà, il y a peut-être une surenchère de toujours aller plus loin et complètement. pousser, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que oui, en effet, encore une fois, c'est un petit passage à la fin dans le documentaire où ils disent clairement, ouais, ma mère, c'est ça, il faut toujours être au top. Bien à l'américaine, hein, soyons clairs. You have to be the best around, be the best you can be and shit. Bon, c'est ok, hein, je veux dire, c'est leur culture, il n'y a pas de stress. Mais ouais, ça, j'ai trouvé intéressant aussi, quoi. Et donc, c'est peut-être un élément de réponse ou je sais pas quoi par rapport à pourquoi les gens font des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais. Lui, il explique, j'avais lu un bouquin qu'il avait écrit solo intégral, qu'il a commencé à grimper en solo parce qu'il était timide et qu'il n'osait pas avoir de partenaire. Qu'il n'osait pas demander aux gens et donc il a commencé à grimper en solo. Et bon, à mon avis, il y a aussi autre chose. Je pense que j'avais lu quelque part qu'il disait qu'il était surdoué, aussi un enfant surdoué aussi, et que je pense que depuis qu'il est petit, il avait du mal, quoi. Ouais, c'est ça. Un côté un peu renfermé, mais peut-être aussi hyper conscient. Parce qu'il y avait l'hypothèse, quand il lui passe un scan, comme quoi il ressentait pas la peur, qui a finalement été réfutée, donc il ressent la peur, mais il y a le côté aussi où on dit qu'il a une très bonne mémoire. Et en escalade, en fait, il y a ce côté, quand tu fais une voie, moi j'ai ça typiquement sur une voie qui fait 20 mètres, hein. Si tu travailles une voie difficile, ben, tu vas la connaître par cœur, tu vas savoir quel mouvement, enfin, tu as une espèce de déroulé dans ta tête mentale de chaque prise, chaque main, comment tu vas les mettre, comment tu vas te positionner. Et une fois que tu as tous déroulé, ben, tu vas te lancer dans ta voie et tu vas essayer de la sortir.
sans tomber, mais ça c'est quand tu travailles à un niveau qui est vraiment à ton niveau max, hein. Et lui, c'est quand même assez fou. Enfin, il a travaillé les endroits difficiles. Je pense que sinon, je pense que le max c'est 7C+, dans la voix, mais il y a d'autres passages en 7. Et puis bon, il y a beaucoup de passages en 5, en 6. Mais le mec, il a quand même quasiment mémorisé 900 mètres de voix dans sa tête, parce qu'il a travaillé beaucoup. Et je crois que c'était dans un National Geographic. Tu voyais les différents pitchs et le nombre de fois qu'il avait repassé certains trucs, certains mouvements ou certaines sections. Il y en a une, je pense que c'était une centaine de fois qu'il l'avait repassé. Et donc, il y a quand même tout un travail derrière. Et puis, je trouve un travail de mémoire. Enfin, au-delà du côté dangereux, c'est assez complet. Enfin, je trouve que ça reste une performance assez incroyable de sa part. Et aussi de la maîtrise qu'il a de lui. C'est-à-dire que je pense que c'est un solo, mais ça a été très travaillé. Il n'a pas fait ça. Enfin, il y a 10 ans de réflexion derrière. Il y a d'autres solos. Et comme tu disais, il avait fait 1000 bazars, 1000 escalades en solo avant. Et puis même le travail de la voix en lui-même, Freerider. Enfin, je trouve que ça reste un beau truc. Mais voilà, je pense, comme je disais encore là tantôt, pour terminer peut-être là-dessus, je considère même plus ça comme de l'escalade. Ça a un niveau au-dessus, c'est quelque chose un peu comme un ovni dans le sport, on va dire. Ouais, c'est pas le même état d'esprit que de l'escalade classique, quoi. Ok, plus personne ne dit rien. On a perdu. Mais moi, je suis en lag constant, donc j'ai rien entendu de ce que tu as dit. Ah merde. Non, mais c'est pas grave. À partir du moment que ça a été dit et que ça me fait juste chier au niveau conversation. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien les faire en live chez moi, comme ça je vois les gens, je vois leur tête et je vois les réactions physiques. Et du coup, on sait quand un silence est un silence de réflexion intense, ou si c'est un silence en mode ah ben non, là il n'y a plus rien à dire. Ou quelque chose comme ça. Ben ouais, là c'est juste chiant que la technologie ne vient pas avec. Je vais peut-être devoir chercher un nouveau moyen d'enregistrer. Ben ouais, bon, on verra quoi. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, tant qu'il y a le lockdown, on fait avec, hein. C'est ça. Avec ce qu'on peut. Alors, d'autres notes ou d'autres choses à dire ou quoi Moi, pas vraiment. Je pense que on a quand même globalement fait le tour. Ouais, bah pour moi aussi. Bah alors, je vous remercie officiellement d'être participé à la chronique inutile sur l'escalade. Mais en même temps, on a parlé d'aventure et de randonnée et de marcher et de voyager. On a fait un peu le tour, c'est cool. Ouais, c'est clair, on a fait le tour du monde. Peut-être encore juste un truc à dire, peut-être des films d'escalade à recommander. Ah ouais, surtout, vas-y. Parce que là, j'en avais deux en tête. Ici, je cherchais un peu. Il y en a un qui m'avait beaucoup plu, qui est assez connu, qui est Valley Uprising. Ouais. Qui est très, très fun à regarder. Et donc, qui retrace un peu l'histoire, justement, dans Yosemite, de tous les grimpeurs qui ont fait la légende là-bas. Et où on retrouve justement aussi Alex Honnold à un moment dans le film. Et un autre qui s'appelle Age of Andra, parce qu'on parlait justement d'Adam Andra, qui est considéré à l'heure actuelle comme le meilleur grimpeur au monde, et il y a un film qui a été fait sur lui où on voit un peu sa manière de travailler, sa mentalité, tout ça. Le gars est très spécial aussi, quoi. Surtout dans sa manière de s'entraîner, parce qu'on parlait de la préparation, et genre lui il s'entraîne par terre, va genre coucher par terre, et donc sur le dos, et les yeux fermés, et donc il y a son coach à côté qui lui lit en fait où il est dans la voie. Donc lui, comme ça, il mime dans le vide, couché par terre, comme ça, les mouvements. Putain, c'est marrant ça. Des trucs, ce genre de préparation, quoi. Ça vaut la peine d'être vu. Le film est sympa aussi, quoi. Donc Valley Uprising et Age of Andra. Cool. Ouais, mais du coup, j'avoue que si on parle de films intéressants, peut-être pour le solo, de nouveau, il y en a un qui est très chouette, mais qui parle pas que de solo, mais qui a aussi fait beaucoup découvrir l'escalade contemporaine, un peu dans les années 80. C'est La vie au bout des doigts de Jean-Paul Janssen, qui parle de Patrick Edlinger, qui était un grimpeur français soloiste très connu, à l'époque.
il est mort il y a pas longtemps. Malheureusement, il faisait beaucoup de solos et il est décédé bêtement dans ses escaliers en glissant. Comme quoi. C'est ça. Ouais. Et sinon, c'est un peu proche de The Age of Andra, c'est Rotpunkt, c'est en allemand et ça veut dire Red Point. C'est sur Alex Megos, qui est un petit peu le rival d'Adam Andra aujourd'hui. C'est assez chouette, c'est un petit peu toute l'escalade dans le Franken-Jura. Et puis surtout, il se concentre sur Alex Megos et son travail de Perfecto Mundo en Catalogne. Un 9B+, c'est assez chouette. Et je pense que c'est gratuit sur YouTube. Ouais, les 2 films que tu as cités sont accessibles sur YouTube. Cool. Bah, je copie les liens dans un petit document et comme ça je le mettrai dans la description de YouTube ou quoi. Cool. Je sais pas, un mot de fin ou une phrase de fin, peut-être qui, je sais pas. Est-ce que, enfin oui, voilà, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore un dernier mot? Ah oui, je sais. De tout ce qu'on vient de vivre, qu'est-ce que vous retenez? Avec quoi vous repartez? Ouais, c'est une bonne manière de terminer. Bah, c'était sympa, c'était une chouette initiative. Moi, j'aime bien l'idée de pouvoir comme ça parler un peu d'un sujet en mode un peu chill. Puis voilà. Puis aussi, c'est une bonne manière de passer le temps pendant le lockdown. C'est sûr. C'est une manière comme une autre entre les jeux vidéo et Voilà. et les moments où tu te stresses toi-même à regarder. Oh mon Dieu, il y a eu des morts. Oh mon Dieu, il y a ceci qui se passe partout. Ouais. Voilà, venir faire une chronique. Ouais, moi pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai le podcast ce soir. Ça faisait une petite dizaine de jours que je me disais que j'avais plus un truc concret dans ton agenda que tu allais faire, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais c'était chouette aussi de discuter avec vous. Enfin, ouais, pour moi, c'était très illuminant pareil. en tout cas. J'ai appris beaucoup de trucs. Alors, je crois que si j'avais une salle d'escalade proche de chez moi, peut-être que j'irais en faire. C'est vrai que je suis un peu lourd et large. C'est peut-être pas mon type de sport, je sais pas. Oh, écoute, je pense que si tu habites à Isère, il va y avoir une salle de bloc qui va ouvrir normalement à Tour et Taxi. C'est vrai. C'est C'est bon, ça va. Arcos, un groupe français qui est censé ouvrir ça. Donc, et le bloc, c'est 5-6 mètres, donc tu as des matelas, pas besoin de ça, pas besoin d'assureur, tu peux y aller seul. Ça, à tester, hein. Bah ouais, pourquoi pas. Allez, merci à vous. Bah, merci à toi pour Merci l'invitation. à toi. Ouais. De rien, non. En fait, non. Non. Je dois faire le remerciement officiel. Il faut remercier Jean-Philippe parce que moi, à la base, je voulais C'est lancer vrai. le truc tout seul, hein, parce que j'ai vu le documentaire, je trouvais que c'était très intéressant à plein de niveaux. Ouais, en fait, je me suis dit, ce serait cool d'avoir des gens qui font de l'escalade. Et en fait, c'est Jean-Philippe qui, grâce à vous, que vous deux, vous êtes là, en fait. Donc, mine de rien, merci Jean-Philippe, merci Ouais. Mr. Goodcat. On lui fait un petit bonjour. C'est ça, represent et tout. Je t'envoie tout mon cœur et mon amour. Je le découperai après. Ouais, voilà. Donc, est-ce que moi j'ai encore quelque chose à dire? Oui, bonne journée, matinée, soirée. Même si ça change plus trop grand chose maintenant par ces temps de confinement. En tout cas pour moi. Et Non, ouais. ouais. Et voilà, à toutes. Hein. Merci les gars. Ouais, stay salut, safe, stay at home. Hein. Salut. Donc voilà, là j'écris ça et je fais Enter. Chronique inutile, je veux dire merci.